J'ai vécu dans une grande famille, avec des frères et sœurs, des cousins et cousines, une enfance et une jeunesse heureuse, dans un contexte assez particulier. Vivent à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur une petite île, 7000 habitants. On a cette autoprotection de l'île et où on a cette capacité de pouvoir être davantage libre peut-être que des enfants qui auraient vécu leur jeunesse en monde urbain. Donc une scolarité à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est vrai que je suis maman assez jeune, donc ça veut dire à la fois pouvoir gérer le fait d'être maman, mais en même temps continuer à aller à l'école, puisqu'à l'époque je suis encore en 3e, et donc continuer ma scolarité, à en même temps poursuivre mes engagements en milieu associatif, faire des activités, décider que rien ne serait jamais des barrières complètes pour moi sur ce que j'avais envie de faire et envie de parcourir, y compris effectivement avec ma fille sous le bras, puisque Anne-Claire est née en 1980. Quels étaient mes rêves? J'ai toujours eu voilà, le rêve de monter sur mon cheval blanc et de rendre le monde plus équitable et plus juste. Je crois que je n'ai pas changé. J'ai toujours su que ma vie serait beaucoup dévouée aux autres, mais pas obligatoirement sur une implication politique. Je la voyais plus associative. Et elle est arrivée via la politique, tout simplement parce qu'un jour, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les jeunes, parce qu'ils sont jeunes à ce moment-là, radicaux de gauche, souhaitent monter une liste. Et puis ils se disent qu'ils veulent une tête de liste, ils veulent une femme, ils veulent quelqu'un avec du caractère. Et je ne sais pas, voilà, je me retrouve sollicitée, poussée par mes amis et notamment mon compagnon à y aller. Et l'aventure commence comme ça sur le volet politique. Au-delà, effectivement, de ce qui a pu se faire à Saint-Pierre-et-Miquelon, eh bien, c'est le fait d'avoir eu une implication politique, d'être devenu député de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'avoir été secrétaire d'État au développement et à la francophonie. François Hollande me propose effectivement de prendre cette responsabilité, de devenir ministre au sein de son gouvernement, d'être ensuite ministre de la fonction publique. Et puis, Emmanuel Macron, à l'époque, effectivement, venant d'être élu président de la République, qui, alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, me propose d'être ministre des Outre-mer et puis aujourd'hui ministre de la Mer. Alors doute, inquiétude, défi, alors doute et inquiétude, oui, toujours, et toujours encore aujourd'hui, et heureusement. Je crois qu'il faut garder cette capacité de douter de soi. Des défis, relever des défis, c'est ma vie. Le 21e siècle, c'est le défi de la mer. C'est le mien. Les défis pour l'outre-mer, puisque j'ai été ministre des Outre-mer, ils sont multiples et les solutions se trouvent aussi dans les territoires. Comment ce bien commun qu'est l'océan, d'ailleurs on peut parler d'un océan, parce que quand on regarde bien, on est bien sur un lac mondial, un grand lac mondial, et bien quand on parle de ce bien commun qu'est l'océan, c'est encore des grands combats, des grands défis, et c'est ce que je porte. La France a le 2e domaine maritime. D'ailleurs, les ultramarins présents, ou les territoires ultramarins présents dans l'ensemble des océans, font cette richesse française. On fait ce domaine maritime français. Mais au-delà d'un domaine maritime français, la France doit devenir une véritable puissance maritime et donc doit miser sur l'économie maritime. Miser sur l'économie maritime dans l'Hexagone, mais aussi dans les territoires ultramarins. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on développe nos flottes, il faut qu'on développe le pavillon français, il faut qu'on forme plus de jeunes dans le domaine maritime et dans la navigation. Il faut aussi qu'on montre que l'énergie renouvelable, il est aussi en mer avec les éoliennes ou avec les hydroliennes. C'est aussi un défi qui veut répondre à la pêche de demain, une pêche durable. Vous le savez, j'ai accompagné le Brexit qui a touché les pêcheurs. Il y a un accord de pêche qui change leur quotidien malgré tout, mais aussi cette volonté de mettre en place une filière plus durable de la pêche. Et donc ça s'accompagne là aussi, c'est important. Mais en dehors de ce ministère de la mer, j'aurais envie de dire que je vais avoir encore besoin de beaucoup de vie.
Hein. D'abord parce que je viens d'un territoire ultramarin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et je compte bien rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon en énergie et en temps ce qu'ils m'ont permis de faire. Si je n'avais jamais été l'élu de Saint-Pierre-et-Miquelon, je n'aurais pas fait tout ça. C'est bien sûr le socle familial et les amis, mais c'est aussi des rencontres à travers le temps. Et ces rencontres, cette rencontre, c'est aussi une rencontre avec la population de Saint-Pierre-et-Miquelon qui m'a fait confiance, qui m'a permis d'être élu de mon territoire et ensuite localement et ensuite des députés, donc représentant cette circonscription. Et puis petit à petit, c'est à eux que je dois aussi ce parcours. Bien entendu, j'ai toujours un regret, vous savez, cette implication forte, ce parcours qui fait qu'il y a toujours une marche supplémentaire que je franchis avec le temps, sans obligatoirement l'avoir volontairement pensé. Eh bien, ça veut dire laisser à côté de soi, soi-même d'ailleurs, hein. C'est rare que je puisse penser à moi, mais surtout penser à mes proches, ma fille, mes petits-enfants, ma famille proche, mon conjoint, qui souffrent de cette absence, à qui j'ai pas assez le temps de dire que je suis fière d'eux, que je les aime. Et d'ailleurs, je sais pas toujours le dire, hein, en vrai. Et tout ça, c'est aussi le regret fort que j'ai. Et donc, il va falloir aussi que je trouve le temps, à un moment donné, de leur dire tout ça et d'être à leur côté. Alors, j'aurais envie de dire à tous les jeunes qui veulent s'investir, qui veulent s'engager, dans toutes les causes, osez le faire et n'ayez pas de complexe. On a tous quelque chose à apporter au collectif et on a tous quelque chose à apporter pour faire avancer sa famille, son monde, son territoire, la planète. Et je crois qu'il faut oser. Par contre, j'ai envie de donner un petit conseil, surtout faites attention aux chaussures que vous portez, parce que c'est toujours regardé. Alors je vous dis pourquoi je dis ça, et je le fais avec un sourire, parce que j'ai toujours des aventures de chaussures assez extraordinaires, et d'ailleurs on le trouve dans certains livres, les histoires de chaussures, mes baskets blanches, quand j'arrive avec le président François Hollande en Côte d'Ivoire, et que j'ai perdu ma valise, et que normalement on change dans l'avion avant de descendre derrière le président. J'ai pas de valise, et je descends avec des baskets blanches sur un tapis rouge, en espérant vraiment que personne ne le verrait. Aussi parce que, malheureusement, une petite expérience, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'Assemblée nationale, où une femme porte des chaussures différentes. Moi, j'aime l'originalité souvent dans les chaussures. Et deux députés qui estiment que parce que je porte des chaussures ouvertes, je suis venue en chaussant à l'Assemblée nationale. On a encore quelques comportements un peu machos à l'Assemblée nationale, un peu déplacés. Voilà, je le dis avec du sourire, mais en même temps, je crois que c'est un peu dommage qu'on en soit toujours là. Alors sur la scène publique, la place de la femme a quand même évolué depuis que moi je suis arrivée en 2020. Alors d'abord, j'arrive d'un territoire où, quand je prends la tête de liste pour le Conseil général, la première fois, je suis la première femme à porter une tête de liste. Donc effectivement, il y a quand même là quelques petits sourires, comme il peut y en avoir encore d'ailleurs. D'ailleurs, des petits sourires, on en a quand on parle de l'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de certains sujets. Des petits sourires en coin, il n'y a pas que, effectivement, là, sur la place de la femme. Mais je sens bien, effectivement, à ce moment-là, qu'il y a quelques remarques, des remarques qui sont totalement déplacées, liées au fait que je sois une femme, qu'on ne ferait pas si ça avait été effectivement un homme. Alors souvent, c'est mis en forme de manière à ce qu'on dise mais non, ce n'est pas une agression à la femme, mais c'est pourtant bien ça. Mais au-delà de ça, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait faire sa route. Qu'on soit un homme ou une femme, il faut la tracer sa route. Il faut même la labourer quelquefois et il faut avoir le courage de le faire. Alors ça demande double courage sans doute à une femme. Je suis d'un territoire où les femmes tenaient le territoire puisque les hommes étaient en mer. C'était des marins, ils partaient pour de nombreux jours et donc la famille et même le territoire étaient tenus la plupart du temps par des femmes. Donc la place de la femme, y compris d'ailleurs dans plusieurs territoires ultramarins, a une importance qui est davantage reconnue qu'elle peut l'être dans d'autres parties de l'Hexagone. Alors peut-être j'ai bénéficié de ça. Peut-être aussi de ne pas me poser ce type de questions, de manière à ce que ça ne me ralentisse pas, de manière à ce que ça ne me mette pas en colère et que je passe à côté d'essentiel de ce que j'ai à faire. Alors j'ai envie de vous dire que j'ai beaucoup d'héroïnes. Et d'ailleurs ce sont des héroïnes inconnues. Et celles-ci on n'en parle jamais. Ces héroïnes, c'est ces femmes qui, je pense à la préfète de Saint-Martin au moment d'Irma.
ou ses collègues de la préfecture qui sont à côté d'elle quand le territoire est ravagé. Ce sont des infirmières en ce moment, des médecins. Au moment où nous traversons une crise Covid. Mais c'est aussi des hommes, des femmes qui sont investis dans la SNSM pour sauver les hommes en mer. Tous ceux qui sauvent des vies au quotidien et qu'on ne cite pas assez. Ce sont ces héroïnes-là, celles de l'ombre, que j'avais envie d'évoquer là, sans donner des noms particuliers, parce que c'est ça aussi la richesse de notre pays. J'ai pas de temps, je n'en ai pas. Et donc du coup, je n'arrive pas à aller au bout de mes envies ou de mes passions. C'est toujours délicat de parler de ça, parce que la vision qu'on a de la femme politique ou de l'homme politique, c'est celui du devant de la scène. Il faut se dire qu'à chaque fois, il y a véritablement, comme d'ailleurs dans beaucoup de vies, des sacrifices qui sont faits. La question du choix est essentielle. Le choix, il fait mal. Le choix, il fait mal parce que quand on fait un choix, c'est qu'on a abandonné quelque chose. La plupart du temps, on fait un choix. Le meilleur des choix possibles, d'après nos valeurs, d'après l'analyse qu'on a de la problématique. Mais on abandonne toujours quelque chose. Alors j'ai envie de dire aux jeunes, à ceux qui ont envie de s'engager, ou aux moins jeunes d'ailleurs, n'ayez pas peur de faire un choix. Mais préparez-vous à ce que ce choix soit toujours une douleur. Et je crois que la femme politique, l'homme politique est confronté à ces choix, le fait le plus souvent. Et on dit souvent qu'ils ont une carapace. Oui, et heureusement qu'ils ont une carapace. Moi, je me suis forgé cette carapace, très jeune maman, chez moi à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que ce moment n'est jamais facile à vivre et que, bon, voilà, le gilet pare-balles, on se le fait tout seul. Et du coup, ce gilet pare-balles, ben, je l'ai toujours, ou ce bouclier, pour être moins guerrière dans mes propos, je l'ai toujours. Mais je fais attention à une chose aussi, c'est qu'il ne m'éloigne pas des gens. Donc, comment je me protège ? Et comment je ne m'éloigne pas des gens. Et souvent mes proches me disent « mais tu as la mémoire courte ». Non, je n'ai pas la mémoire courte. J'élimine tout ce qui ne me sert pas. Parce que quand on apprend à vivre dans un petit territoire ultramarin, si on ne s'empêche pas, quand on prend une décision, d'oublier qui est en face, pourquoi, qu'éventuellement en maternelle, il nous avait poussé dans l'escalier, c'est une plaisanterie quand je dis ça, mais l'histoire c'est ça, si j'oublie pas tout ça, ça peut avoir une influence sur mon choix. Eh bien, à tous les niveaux, et même à l'échelle de mes responsabilités aujourd'hui, j'essaye de faire comme ça. Qu'est-ce qu'une belle dame? C'est une âme qui a compris qu'elle ne pouvait pas vivre seule, que sa richesse c'était celle des autres, que c'était celle de son territoire, que c'était celle de son pays, que c'était celle de ses valeurs. Ça fait des belles gens et ça peut faire un beau monde.